J'ai choisi d'inaugurer cette nouvelle série de podcasts par un fait historique et une histoire absolument incroyable qui m'a beaucoup passionné pendant plusieurs années et qui nous apprend beaucoup à la fois sur le contexte historique, celui de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi beaucoup sur le fonctionnement humain. Cette histoire, c'est celle d'un homme qui a passé 30 ans dans une jungle des Philippines à faire une guerre qui n'existait plus. Il s'appelle Hiro Onoda et voici son histoire. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui? Cette histoire se passe aux Philippines donc, ou plutôt le Commonwealth des Philippines comme on devait l'appeler à l'époque. Parce que oui, les Philippines étaient un territoire américain. Mais en 1941, à l'apogée de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a envahi et a pris le contrôle des Philippines, justement après une longue bataille face aux Américains. Bataille qui, au passage, mériterait un podcast à elle seule, parce qu'elle est restée dans les mémoires pour plusieurs erreurs stratégiques de l'armée américaine. Bref, le Japon a pris le contrôle des Philippines. 3 ans plus tard, en 1944, les Américains veulent reprendre le contrôle de leur territoire. Le Japon, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'envoyer des hommes ultra formés et ultra entraînés aux techniques de guérilla, avec comme objectif numéro 1, retarder le débarquement des Américains. Et parmi ces hommes, notre héros du jour, Hiro Onoda. En 1944, il a 22 ans et vient de sortir d'une des écoles militaires les plus effrayantes et exigeantes du pays, et il arrive donc sur l'île de Lubang, aux Philippines, pour se battre contre l'ennemi. Face à la puissance américaine, les Japonais reculent. Onoda et ses amis reçoivent l'ordre de leur supérieur, le major Yoshimi Taniguchi, de tenir leur position dans la jungle de Lubang et de ralentir au maximum l'envahissement adverse. Faites ce que vous voulez. Opération de sabotage, guérilla, peu importe. Les Américains ne doivent pas passer. Sauf que pendant les combats, Onoda se retrouve rapidement isolé avec 3 de ses camarades au fin fond de la jungle de Lubang et toute communication avec le reste du monde est coupée. L'île est rapidement reprise par les Américains en février 1945 et la paix est signée quelques mois plus tard. Le chef de l'armée japonaise, Tomoyuki Yamashita, signe un ordre de capitulation pour que tous les militaires sous ses ordres rendent les armes. Sauf que pendant ce temps-là, Onoda et ses potes, eux, sont au fin fond de la jungle. Ils ne sont donc pas au courant que la guerre est finie et ils continuent de survivre dans la jungle et de tenir leur position en refusant de se rendre. Et c'est là le début de 30 années absolument incroyables où cet homme, pour son honneur, sa foi en son engagement, a refusé de croire en la fin de la guerre. Les premières années, Onoda et ses camarades survivent comme ils peuvent dans les montagnes de la jungle. Sauf que rapidement, Onoda va se retrouver seul. Un de ses camarades se rend en 1950 et les 2 autres sont tués pendant des échanges de coups de feu avec des forces locales. Il survit en mangeant des noix de coco, des bananes et en volant du bétail aux paysans locaux. En 1952, le gouvernement japonais essaie de prévenir les militaires restés bloqués dans des zones de combat. Il largue des tracts qui disaient que la guerre était finie et il les largue sur toutes les zones où des militaires japonais ont été déployés. Beaucoup sont revenus après ça. Onoda, lui, il les a bien reçus. Mais pour lui, il était persuadé que la guerre était toujours en vigueur et que c'était un piège des Américains. Pendant les années qui suivent, le Japon a tout tenté pour convaincre Onoda de se rendre. Ils ont une nouvelle fois largué des tracts avec cette fois des photos de sa famille, des journaux japonais qui parlaient de l'après-guerre, des lettres de sa mère, de son père qui lui demandent de poser les armes. Ils ont tout essayé. Mais tout ça n'a fait que renforcer sa conviction que la guerre était toujours d'actualité et que c'était toujours un piège des Américains. Pendant ce temps-là, lui, il continuait à saboter les champs des paysans, à s'en prendre à des locaux, etc. Et le Japon, les pauvres, s'excusait à chaque fois auprès du gouvernement philippin qui depuis a pris son indépendance. D'ailleurs, durant ces 30 années de survie, Onoda a tué une 30aine de policiers ou de paysans locaux. Il aura fallu attendre 1974 qu'un étudiant japonais, Norio Suuchi, qui se saisisse du problème pour qu'Onoda se rende. Lors d'un voyage à Lubang, cet étudiant arrive à rentrer en contact avec Onoda. Il lui explique que la guerre était finie depuis bientôt 30 ans, mais Onoda refuse toujours de se rendre. La seule façon, dit-il, de se rendre, ce serait d'en recevoir l'ordre direct de son supérieur hiérarchique. Alors Suuki, qu'est-ce qu'il fait?
Il retourne au Japon avec une photo de lui et d'Onoda ensemble comme preuve de leur rencontre et il prévient directement le gouvernement japonais qui lui, il retrouve l'ancien commandant d'Onoda. Et justement, l'ancien commandant d'Onoda, le commandant Yoshimi Taniguchi, depuis il est devenu libraire, il est vieillissant, mais il accepte quand même de se rendre jusqu'à Lubang, retrouve Onoda, il lui dit que le Japon a perdu la guerre il y a 30 ans et lui ordonne enfin de déposer les armes. Et voilà, après 30 ans à faire la guerre tout seul, il remet enfin son uniforme, son sabre, il rend quand même son fusil, toujours en état de marche d'ailleurs, 50 cartouches et plusieurs grenades. Bien qu'il ait durant ces 30 années de survie tué une trentaine de paysans locaux, comme je viens de vous le dire, échangé plusieurs coups de feu avec la police, saboté et volé des champs locaux, il a été gracié par le président philippin de l'époque, Fernando Marcos, au vu des circonstances et de l'amitié entre les Philippines et le Japon. Il a donc échappé à toute condamnation pénale et ne sera jamais jugé. Après sa reddition, Onoda devient très célèbre dans son pays, il est devenu une figure d'engagement et d'honneur. Il s'est d'abord installé quelques années au Brésil, avant de retourner vivre au Japon en 84, où il crée un camp en pleine nature pour les enfants. Il meurt le 16 janvier 2014 à Tokyo, à l'âge de 91 ans. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui?